Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Rudy Saada. Bonjour Rudy. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La somptueuse chapelle Sixtine et ses fresques de Michel-Ange, c'est le décor du conclave qui débutera cet après-midi, plus d'une quinzaine de jours après la disparition du pape François. Parmi les 133 cardinaux qui se couperont du monde se trouve le prochain souverain pontife. Louis Salé, bonjour, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Quel est le programme de la journée ? Eh bien, les cardinaux qui ne l'ont pas encore fait emménagent ce matin dans la résidence Sainte-Marthe, juste derrière la basilique Saint-Pierre. Ils s'engagent à ne plus communiquer avec l'extérieur sous peine d'excommunication, c'est-à-dire d'être rejetés de l'église. Le cardinal Mario Zenari était hier au micro d'Europe 1. Il n'y a pas Internet, on a l'obligation de donner notre téléphone portable dès notre arrivée à Sainte-Marthe. Et ils vont aussi nous couper le réseau. À 10h, une messe aura lieu dans la basilique Saint-Pierre, célébrée par le cardinal Ré. Puis à 16h30, débutera la procession des 133 cardinaux électeurs depuis la chapelle Pauline jusqu'à la chapelle Sixtine, où sera prononcé le célèbre Extra Omnes, que tout le monde sorte. Les portes se refermeront et le vote pourra commencer. Ce soir, il n'y aura qu'un scrutin. Les bulletins seront brûlés dans un poêle et si personne n'a obtenu les 2/3 des voix, ce qui est assez probable, une fumée noire devrait être visible depuis la place Saint-Pierre aux alentours de 19h. Les jours suivants, en revanche, il y aura 4 scrutins de le matin et de l'après-midi. Il faudra donc surveiller la cheminée de la chapelle Sixtine plusieurs fois par jour. Louis Salé, envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. Et alors que débute ce conclave, les catholiques du monde entier se réunissent pour prier. Exemple à Marseille, ville du cardinal Jean-Marc Aveline, où une messe se tenait hier soir en la basilique Notre-Dame de la Garde. Notre correspondant en région PACA, Stéphane Burgat, y a assisté. Dans l'attente de la fumée blanche, les fidèles comme Marie-Agnès se réunissent pour accompagner le conclave dans la prière. Oui, je trépigne, c'est énorme pour moi. Je suis là pour prier pour le conclave, que l'Esprit Saint vienne inonder nos cardinaux et que le bon pape arrive, quelqu'un qui a du cœur. Un moment important, insiste le père Pierre Brunet qui célèbre cette messe. Le message, c'est prier pour que les cardinaux fassent un bon travail de discernement, pour qu'ils puissent discerner celui que finalement Dieu veut. Des fidèles comme Luce, également fiers d'avoir un cardinal marseillais, Jean-Marc Aveline, au sein de ce conclave. Nous prions pour que l'Esprit Saint les éclaire tous. Mais bon, on a un petit coup de cœur pour Jean-Marc Aveline quand même. Vous priez pour que ça puisse être lui, c'est ça ? Je prie pour que ce soit le meilleur. Le cardinal qui a tenu justement à adresser un message écrit aux fidèles avant d'entrer en conclave pour leur donner rendez-vous dans la prière. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Cette escalade inquiétante entre l'Inde et le Pakistan, New Delhi, qui assume avoir bombardé cette nuit des positions pakistanaises, des frappes qui ont fait 8 morts. Le Pakistan qui affirme, lui, avoir abattu 5 avions de l'armée indienne. Par ailleurs, des tirs d'artillerie ont fait au moins 8 morts indiens dans un village à la frontière nord-est du pays. Washington, par l'intermédiaire de son chef de la diplomatie, Marco Rubio, appelle les deux parties à désamorcer la crise. Emmanuel Macron, lui, va recevoir en fin d'après-midi le président syrien par intérim Ahmed Al-Shara. Oui, une visite qui fait polémique au vu du CV du nouvel homme fort de Damas. Ahmed Al-Shara est un ancien djihadiste affilié à Al-Qaïda puis à l'État islamique, fondateur du front Al-Nosra. Face à la polémique que provoque cette visite, l'Élysée précise que le représentant syrien ne passera pas en revue les troupes dans la cour de l'Élysée comme il est de coutume. Autre visite prévue un peu plus tôt aujourd'hui, puis visite plus consensuelle, celle du nouveau chancelier allemand Friedrich Merz. À peine investi, il a choisi Paris pour sa première visite. Vous le disiez, Dimitri, c'est une tradition. Arthur Delaborde, c'est un geste fort qui vise à relancer une relation franco-allemande affaiblie par des années de tension avec l'ex-chancelier Olaf Scholz. Une poignée de main, des sourires, mais au-delà de la photo à l'Élysée, des dossiers épineux sur la table. Emmanuel Macron et Friedrich Merz veulent relancer une coopération franco-allemande en panne. L'objectif est clair, resynchroniser les relations entre les deux pays pour faire avancer l'Europe. Parmi les pistes, une volonté partagée de faire émerger des champions industriels européens dans l'armement, l'intelligence artificielle ou les batteries. Un conseil des ministres commun est prévu cet été, mais les sujets de friction restent nombreux. Le Mercosur, par exemple. Berlin pousse en faveur du traité de libre
libre-échange, tandis que Paris le refuse pour protéger son agriculture. Divergence aussi sur l'énergie. L'Allemagne reste réservée sur le nucléaire que défend la France. À propos du dossier ukrainien, Friedrich Merz se montre prudent face à l'idée d'Emmanuel Macron d'envoyer des troupes au sol, mais il soutient le renforcement des capacités militaires européennes, une priorité pour le président français. Ainsi, si Paris et Berlin s'efforcent de projeter une image d'unité, la véritable relance de la relation passera par des compromis difficiles et une volonté politique qui reste à consolider. Arthur Delaborde. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. 90% des trains vont rouler malgré la grève des contrôleurs en ce week-end du 8 mai. C'est ce que promet le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, pour atténuer les effets du mouvement social. SNCF Voyageurs va mobiliser des cadres volontaires du groupe pour remplacer certains contrôleurs grévistes, à prévoir. Aucun problème côté départ et quelques désagréments possibles sur les retours dimanche avec des retards d'1 heure ou 2 sur certains trajets. Et cette folle soirée hier à Milan, lors de la première demi-finale retour de Ligue des Champions. Oui, un match et une double confrontation qui resteront dans l'histoire de la compétition. Au bout du suspense, l'Inter Milan a décroché son billet pour la finale face à Barcelone. Les Milanais l'emportent après prolongation 4-3 alors qu'ils étaient menés 3-2 dans le temps additionnel. L'autre demi-finale, c'est évidemment ce soir. Les Parisiens rêvent d'aller à Munich. Pour cela, il faudra confirmer face à Arsenal après cette victoire à Londres, 1-0 à l'aller. Et Cyril de la Morinerie, le PSG pourra compter sur son meilleur joueur. Oui, Ousmane Dembélé sera bien présent ce soir au Parc des Princes. L'attaquant touché à la cuisse la semaine dernière s'entraîne normalement depuis 2 jours avec ses coéquipiers. Une bonne nouvelle car Ousmane Dembélé, buteur à l'aller, a inscrit 33 buts et réalisé 12 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. Malgré un but d'avance face à Arsenal, Paris ne se contentera pas de défendre, prévient l'entraîneur parisien Luis Enrique. On sera là pour faire notre football, pas de spéculation et chercher de donner à nos supporters un grand joie. Attention, malgré sa défaite le week-end dernier en championnat, Arsenal reste confiant et viendra au Parc des Princes avec beaucoup d'ambition, explique Guillaume Varmuz, ancien gardien du club londonien. Aujourd'hui, Arsenal ne va pas arriver en victime, que ce soit Saka et le collectif aussi d'Arteta va certainement étudier de très près ce que va lui proposer Luis Enrique pour pouvoir poser de gros problèmes au Paris Saint-Germain. Et après avoir éliminé Liverpool et Aston Villa, le PSG espère barrer la route à un 3e club anglais cette saison afin de participer pour la 2e fois de son histoire à la finale de la Ligue des Champions. Cyril de la Morinerie a noté que 2000 policiers seront mobilisés pour sécuriser la rencontre aux abords du Parc des Princes. Oui, comme il se doit. C'était il y a 30 ans, jour pour jour, après plusieurs tentatives infructueuses. Jacques Chirac était élu président de la République, succédant à François Mitterrand. Et Europe 1 vous propose de revivre à cet événement à travers un podcast. En ce 7 mai 1995, Laurence Ferrari était allée à la rencontre des jeunes électeurs du RPR. Écoutez. J'ai à mes côtés plusieurs jeunes gens de 18 à 21 ans qui ont voté pour la première fois. Alors quel effet cette élection? Une grande joie, un grand soulagement pour ceux qui n'ont connu que 14 ans de socialisme. Enfin le changement tant attendu après ces 14 ans et vraiment on a un grand espoir dans Chirac, un nouveau septennat pour une nouvelle politique pour les jeunes surtout. Voilà, c'était il y a 30 ans tout juste. Le nouveau podcast Flashback au cœur de l'actu est d'ores et déjà disponible sur le site d'Europe 1, mais également sur l'appli et sur toutes les plateformes. Voilà, ça c'est un jour d'élection jusqu'au bout, décidément ce 7 mai. Merci beaucoup Rudy Saad, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre l'édito éco. Vous êtes peut-être en train de remplir en ce moment votre déclaration de revenus. Vous avez encore un peu de temps, c'est jusqu'à la fin du mois. On va se pencher sur l'un des mots français les plus pénalisants. Quand tout l'édifice fiscal est conçu pour vous inciter à ne pas trop bien gagner votre vie, parce qu'au bout d'un moment, tout part aux impôts et donc ça décourage le travail. C'est le diagnostic d'Olivier Babot dont il nous fera part dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Le journaliste au Figaro chargé des religions, il est à Rome évidemment pour le conclave. Jean-Marie Guénois, il va tout nous expliquer. Bon réveil avec Europe 1.